Aujourd'hui, c'est le début de l'accès anticipé de la version premium de Skull and Bones. Le jeu classique sort le 16 février, et depuis sa bêta ouverte qui s'est tenue du 8 au 11 février 2024, on peut lire à propos du jeu sur internet tout un tas de choses. Des choses positives, des choses négatives, mais aussi des choses qui se contredisent très largement. Le problème avec ce genre d'avis sur les réseaux sociaux, c'est que en général, c'est extrêmement court, tranché, et que ça manque de détails et de nuances. Pour essayer de remédier un petit peu à ça, j'ai décidé de vous donner mon avis sur le jeu dans cette vidéo. En effet, j'ai déjà pas mal joué au jeu entre la bêta ouverte, la bêta fermée, ainsi que les différents accès presse, ce qui fait que j'ai déjà vu au final pas mal de choses à propos de ce jeu, et je pense que mon avis est plus ou moins définitif. Donc on va parler points négatifs, on va parler points positifs, je vais essayer de vous faire une petite synthèse générale pour essayer de répondre à la fameuse question, est-ce que Skull and Bones est un bon jeu? Sachez quand même que si ça vous intéresse de voir un petit peu plus de gameplay sur ce jeu avant de l'acheter, je serai en live dès aujourd'hui pour continuer ce qu'on a déjà pu explorer sur la bêta ouverte, puisque les sauvegardes se conservent, que ce sera un live probablement assez long dans lequel on testera pas mal de choses, mais surtout que ce sera un live où les drops seront activés, ce qui vous permettra de débloquer des objets uniques pour votre sauvegarde Skull and Bones. En sachant évidemment que les drops c'est gratuit, il suffit simplement d'assister au live. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouverez sous cette vidéo. Pensez par la même occasion que si vous avez envie de me soutenir gratuitement, c'est faisable sur Twitch en utilisant votre Prime. Et surtout sachez que, après avoir vu cette vidéo, si vous avez envie d'acheter le jeu, sachez que vous pouvez l'acheter moins cher tout en soutenant ma chaîne par la même occasion via deux moyens, soit en utilisant le lien Instant Gaming que vous trouverez dans la description et dans le top commentaire sous cette vidéo, soit en utilisant le code créateur Equinox sur le store Ubisoft. Merci d'avance à ceux qui soutiendront la chaîne via ces moyens-là. Bref, Skull and Bones, qu'est-ce que c'est déjà pour ceux qui n'ont pas du tout suivi l'affaire? C'est un jeu Ubisoft qui va sortir sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, le 16 février 2024 pour sa version classique, le 13 pour ceux qui sont en édition premium. C'est un jeu de type action-aventure piraterie, centré sur l'exploration et le combat en bateau. Vous y retrouverez des quêtes principales, des quêtes secondaires, de la coop, du farm, du loot, de la personnalisation de personnages et de bateaux, du combat entre navires, du pillage, de l'abordage et tout un tas d'autres choses. C'est un jeu qui s'annonce très complet sur le papier. C'est développé et édité par Ubisoft et il y a pas mal de choses à dire à propos de ce jeu. Bon, déjà on va parler un petit peu des graphismes et de la réalisation visuelle du jeu. Je dirais que sur ce point, le jeu se situe dans la moyenne de ce qui se fait ces dernières années. On n'est ni sur une claque graphique ni sur un jeu dégueulasse. On reconnaît la patte graphique Ubisoft qu'on peut retrouver sur à peu près tous leurs jeux. Évidemment, il y a des choses qui sont mieux faites ou moins bien faites que d'autres. C'est vrai qu'il y a quelques textures un petit peu vieillissantes à certains endroits. C'est vrai aussi que les cheveux et la barbe des personnages sur le jeu sont un peu bizarres et qu'il y a quelques éléments de décor qui ne sont modélisés qu'en partie. Mais pour contrebalancer ça, je trouve globalement que les décors sont assez bien réalisés, que ce soit lorsqu'on est à pied et qu'on est dans des zones qu'on peut explorer et voir de près, comme les différentes îles ou villages. Mais aussi et surtout, je dirais que l'eau, et c'est quand même un élément ultra important sur un jeu qui se passe à 99% sur l'eau, et bien je trouve qu'elle est plutôt bien réussie, que ce soit les effets de vagues, les effets d'écume, les effets de transparence de l'eau. Les personnages en dehors des cheveux et de la barbe sont plutôt bien réalisés, que ce soit le reste du corps ou les vêtements. Je dirais donc pour conclure ce petit point graphisme que c'est assez joli dans l'ensemble, et que le principal, donc l'océan et tout ce qui le concerne, est bien réalisé. En tout cas je dirais suffisamment pour qu'on puisse oublier qu'à côté de ça il y a des choses qui sont moins bien faites. Côté map, on a évidemment une map qui est relativement grande, mais on va dire que sur un jeu comme celui-ci, où la map est constituée à 80% d'eau, la juger sur sa taille serait un petit peu comme juger la map d'un GTA sur laquelle 80% de la map serait un désert. Oui, la map est assez grande, on est quand même aux alentours des 700 km², ce qui est par exemple beaucoup plus grand que la map d'un Assassin's Creed Black Flag par exemple, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une partie des îles que vous allez voir en consultant votre map interactive en jeu ne sont pas explorables, en tout cas pas à pied et pas en détail. Vous pourrez simplement voyager autour avec votre bateau, ou uniquement avoir accès à une partie de l'île correspondant à la réalisation d'une activité bien précise, comme par exemple tout simplement un camp de marchands ou un camp de faction. Alors la plupart des endroits visitables sont quand même assez jolis et assez variés mine de rien, il y a quand même différents biomes et tout ne se ressemble pas côté bâtiment, donc ce qui est visitable est bien réalisé, mais je dirais que c'est quand même relativement triste effectivement de ne pas pouvoir aborder toutes les îles que l'on croise. Ce qui donne un feeling un petit peu bizarre à cette map, c'est que d'un côté on peut être parfois très content et très surpris de découvrir une nouvelle île au loin, sachant qu'il y a des petites îles qui sont assez excentrées et qui sont clairement cachées, que vous ne voyez pas affichées sur votre map dès le début du jeu, mais d'un autre côté c'est un peu frustrant de pouvoir s'en approcher mais de ne pas forcément pouvoir les explorer comme on le souhaiterait. En réalité, le fait de ne pas pouvoir explorer grand chose à pied sur Skull and Bones reflète pour moi le plus gros point négatif de ce jeu, et on va pouvoir en parler un peu plus en détail dans quelques instants lorsqu'on va parler du gameplay. Mais pour conclure avec la map de Skull and Bones, je dirais que globalement voilà, c'est assez joli, c'est assez varié pour un jeu de piraterie, malheureusement on ne peut pas profiter à 100% de la map. Contrairement à ce qu'on peut penser, tous les paysages d'eau ne se valent
pas et ne se ressemblent pas forcément. Oui, on est toujours sur l'océan Indien, mais selon la profondeur, selon les conditions météo, selon la constitution du sol sous-marin, selon le vent, selon les vagues, selon l'orientation du soleil, on peut avoir des paysages quand même assez variés, et globalement, quand on est en phase de bateau et en phase d'expédition, même de combat, en tout cas dans l'eau, on a des beaux paysages et on a une map qui globalement, je trouve, fait envie. Justement, côté gameplay, pour moi, le jeu se centre sur 5 gameplays différents. Et côté gameplay, il y a des choses très bien faites qui côtoient des choses vraiment pas terribles. On va commencer par les choses qui sont plutôt bien faites, l'exploration et la gestion du bateau. Donc l'exploration, là on va clairement parler plutôt des phases en bateau, puisque l'exploration à pied, je vous le disais, c'est assez limité vu qu'on ne peut pas découvrir grand chose. Au final, le personnage principal du jeu, ce n'est pas le personnage humain, mais c'est le bateau, très clairement. Les phases à pied ne vous permettent que de récupérer des quêtes, de parler avec des PNJ, d'échanger et vendre ou acheter des ressources. La vraie exploration, elle, se fait quand même en bateau. Et malgré tout ce que j'ai pu lire sur beaucoup de réseaux sociaux, je trouve que la gestion du bateau est plutôt correcte sur Skull and Bones, et plutôt bien équilibrée. Alors certains regrettent un petit peu le manque de réalisme, c'est vrai que parfois les bateaux, et même les plus gros, peuvent vraiment changer de cap ou ralentir ou accélérer de manière assez rapide, ce qui n'est pas extrêmement réaliste, mais d'un autre côté, nous ne sommes pas non plus sur une simulation de gestion de bateau, et heureusement, j'ai envie de dire pour le grand public, que ce n'est pas aussi frustrant que la gestion d'un bateau en vrai. Et je trouve que justement, pour un jeu grand public arcade, le maniement des bateaux est plutôt correct. On sent bien leur lourdeur quand même, on sent l'effet du vent, on sent l'effet des courants. Il y a clairement des différences de physique tout de même entre les différents types de bateaux et leurs différents gabarits. On sent clairement la différence entre les petites et les grandes vagues, et je trouve que ça donne globalement un caractère assez satisfaisant à l'exploration en bateau. L'exploration en bateau, c'est tout simplement visiter la map, trouver de nouvelles îles, se rendre au prochain point ou au prochain objectif de votre quête. Et même si au début on peut se dire que ça va être très chiant de parcourir plusieurs centaines de kilomètres carrés avec des bateaux qui ne dépassent que très rarement les 50 km/h, et globalement j'ai trouvé que c'était assez sympa et globalement assez bien réalisé. Alors sachez qu'en plus de devoir gérer la conduite entre guillemets et la navigation de votre bateau, vous allez aussi devoir et pouvoir gérer son équipement et sa personnalisation. Vous allez au fur et à mesure des différentes quêtes sur le jeu récupérer des plans vous permettant de construire et d'améliorer des bateaux pour avoir des bateaux de plus en plus grands, de plus en plus armés. Vous allez pouvoir choisir quel équipement vous installer sur quel bateau, par exemple quel type d'arme par exemple, mais aussi sa personnalisation esthétique, ses différents décors et ses différentes fonctionnalités. Et j'ai trouvé sur ce point-ci que c'était quand même relativement bien foutu et relativement poussé quand même. On peut changer pas mal de choses, il y a beaucoup d'éléments à débloquer donc via la découverte de nouveaux plans, via la collecte de ressources, via le déblocage de quêtes. Et ça donne même un petit peu un côté stratégique au jeu, puisque selon le type d'arme que vous allez équiper et selon où vous allez les mettre sur votre bateau, vous aurez pas la même manière d'aborder les combats. Et ça, globalement, je trouve que sur ce jeu, c'est une vraie réussite. Alors sachez que vous pouvez aussi, quand on parle de personnalisation, personnaliser votre personnage, mais au final, votre personnage est tellement secondaire et tellement, au final, pas le personnage principal du jeu, qu'on va aller relativement vite là-dessus. Oui, vous pouvez choisir parmi plusieurs coupes de cheveux, parmi plusieurs types de visages, et parmi plusieurs tenues, avec des tenues, bien clichés, on va dire ça comme ça, mais on n'est pas sur un éditeur de personnages méga poussé non plus, ce qui semble assez logique au final quand on voit le jeu. Ils ont bien fait de miser sur la personnalisation et sur la modélisation des bateaux plutôt que sur la modélisation des personnages. On a le strict minimum, ça a le mérite d'exister, la personnalisation de personnages, mais c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à retrouver un éditeur à la Cyberpunk. Donc oui, vous pouvez personnaliser votre personnage et votre bateau, et oui, ça a une importance sur le gameplay, et évidemment sur les combats en bateau. Les combats en bateau qui sont globalement, je dirais, bien réussis. Là, on est toujours dans les trucs cool de ce jeu. Alors, il ne faut pas juger le combat du jeu au premier combat que vous allez faire sur Skull and Bones. Le début du jeu, l'introduction, c'est vraiment Call of Duty avec des bateaux, c'est n'importe quoi. Vous pouvez mitrailler avec les canons, ça explose de partout, ça n'a aucun sens. La plupart des combats dans le jeu derrière ça ne sont pas du tout comme ça. Alors oui, plus loin sur le jeu, vous aurez des bateaux très vénères capables de faire des trucs complètement fous, mais la plupart des autres phases de combat du jeu sont un peu plus lentes et un peu plus stratégiques, puisque oui, encore une fois, selon le type d'arme que vous aurez choisi et selon comment vous les aurez implémentés, il y aura un vrai intérêt à réfléchir à comment vous allez tout simplement attaquer vos ennemis pour être sûr de pouvoir leur faire un maximum de dégâts en prenant le moins possible. Sachant que les combats ne sont pas en 1v1, alors effectivement, des fois ça va être en 1v1, donc un vaisseau contre un autre vaisseau, mais si par exemple vous croisez une troupe d'une faction ennemie et que vous engagez le combat contre l'un de leurs navires,
plus vous allez les fighter, plus votre indice de recherche dans cette faction va augmenter, et plus ils vont se liguer contre vous et être agressifs contre vous, ce qui fait qu'on peut vite se retrouver à un vaisseau contre 4 ou 5. C'est donc parfois intéressant d'essayer de les choper par derrière, de tuer les bateaux isolés un par un avant d'aller se fighter avec le gros du groupe. Pendant les combats, vous allez devoir gérer plusieurs choses. Les maniements du bateau, effectivement, ce n'est pas parce que vous rentrez dans une phase de combat que le bateau va se mettre à naviguer tout seul comme par magie. Vous devrez gérer sa direction et son orientation tout en fightant. Au niveau des combats, évidemment, vous aurez plusieurs types d'armes, plusieurs types de canons ou de bombardes sur le jeu qui vous donneront la possibilité d'attaquer les vaisseaux de différentes manières, de plus ou moins loin, avec plus ou moins de dégâts et plus ou moins de cadence de tir. Vous devrez gérer sur le jeu la visée, c'est-à-dire que vous choisissez littéralement où vous allez tirer sur les bateaux ennemis, en sachant qu'ils ont des points faibles qui seront surlignés en rouge. Ils ont une barre de vie, une fois cette barre de vie réduite, vous pourrez soit les détruire complètement, soit les aborder pour les piller. Mais vous devrez aussi gérer vos munitions, vous devrez pour ça régulièrement racheter le stock de boulets de canon ou d'autres munitions pour être prêt à toute éventualité et ne pas vous retrouver en combat avec un vaisseau complètement désarmé. Vous devrez aussi gérer la défense de votre bateau, et là bon c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait très honnêtement, puisque vous pouvez, quand vous vous êtes tiré dessus, appuyer sur une touche qui va utiliser l'énergie de vos troupes pour vous protéger des dégâts. Et honnêtement, je trouve que c'est assez stupide, puisque clairement, les boulets de canon, lorsqu'ils tapent votre bateau, normalement, ils sont pas là pour toucher directement les membres de l'équipage. Mais quand vous utilisez cette capacité, c'est un petit peu comme si, tout simplement, vos équipiers se sacrifiaient pour être touchés directement par le boulet de canon, plutôt qu'ils touchent directement votre bateau. Alors certes, il y a un timing à respecter pour que cela fonctionne bien, mais j'ai trouvé que cette feature-là était quand même beaucoup trop irréaliste pour être sur un jeu comme celui-ci, y compris quand on sait qu'on est sur un jeu arcade. Mais c'est pas la seule chose bizarre des combats sur ce jeu, et c'est surtout pas la chose la plus frustrante. La chose la plus frustrante sur ce jeu, que ce soit en combat ou hors combat d'ailleurs, c'est le manque de choses à faire à pied. Le lien avec les combats, c'est que régulièrement, vous allez pouvoir soit aborder le navire d'un ennemi lorsque sa santé est assez basse, soit aborder différentes îles, factions ou villages pour les piller. Quand vous faites ça, vous dites chouette, je vais pouvoir aller combattre les gens du bateau au CAC, ou aller combattre les défenses de la ville au CAC et ensuite fouiller pour trouver du loot. Et non, ça se fait via une cinématique, ce qui donne un aspect, on va dire, jeu mobile à ce jeu très clairement, et c'est extrêmement dommage. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous allez lancer l'assaut, vous allez avoir une petite cinématique qui est tout le temps globalement la même, où vos personnages vont soit sauter sur l'île, soit sauter sur le bateau à aborder. Ensuite, vous aurez simplement à survivre le temps du pillage ou de l'abordage pour récupérer les ressources du bateau ou de l'île abordée. C'est donc assez frustrant de ne pas voir ce qui se passe pendant ces fameux pillages, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir du coup directement les gérer et directement combattre lors de ces phases, et ça donne parfois lieu à des phases un peu irréalistes du style on envoie la moitié de son équipe piller un village, et si on décide, on peut quitter la zone du pillage et abandonner complètement son équipe sans aucun malus sur la gestion du bateau, ou sur la gestion de son personnage, ou sur la gestion de son équipe. Ça ne change absolument rien. Donc l'abordage et le pillage sur ce jeu, c'est vraiment les deux gros points négatifs, les deux gros points qui font très cheap sur Skull and Bones. Clairement, c'est frustrant sur un jeu de piraterie. Pour moi, il y a également autre chose qui est pas super bien foutu, et ça fait partie, on va dire, de la dernière phase de gameplay à présenter sur Skull and Bones, c'est le lootage, puisqu'une bonne partie des quêtes du jeu vont vous demander de parcourir les mers à la recherche de différentes ressources. Alors il y en a certaines qui se récupèrent sous forme de débris à la surface de l'eau, mais il y a pas mal de choses, comme par exemple le bois de certains types d'arbres, qui vont se récupérer dans certaines zones uniquement en lançant un QTE de lootage. Vous allez donc vous mettre à proximité des arbres et devoir cliquer en rythme avec le QTE, avec votre souris ou avec votre manette, pour que le lootage se passe bien. Mais il n'y a aucune animation d'équipier qui sort du bateau pour aller aborder l'île et couper l'arbre, il y a simplement un petit QTE, et au fur et à mesure que vous faites ce QTE, votre stock se remplit, c'est tout. Et là aussi, ça donne un petit côté très cheap et un petit côté jeu mobile, mine de rien, à ce Skull and Bones, qui est quand même vendu, je le rappelle, 80 boulasses. Et là, on parle pas de la version premium, on parle de la version normale du jeu. Bon, je rappelle que vous pouvez le payer moins cher avec le code créateur ou sur Instant Gaming. On a donc 5 gameplays principaux sur ce jeu, l'exploration et la personnalisation qui sont plutôt bien réussis, le système de combat qui est ok mais qui est pas fou, je dirais que le système de défense, le lootage qui est vraiment pas terrible puisque sous forme de QTE, et le pire, voilà, le pillage et l'abordage qui est extrêmement frustrant. Côté mode de jeu, sachez que vous pouvez faire la plupart des missions de ce jeu en solo, mais que vous pouvez aussi faire du coop, alors soit de la coop sauvage avec des gens que vous croisez un peu partout au milieu de l'océan qui vont être dans les mêmes zones que vous, qui
qui décideront ou pas de vous aider, sachant qu'ils peuvent vous aider si vous êtes groupé ou si vous n'êtes pas groupé avec eux. Ils peuvent décider de prendre part au combat avec vous contre d'autres factions sans être groupé avec vous, mais vous pouvez aussi décider de leur envoyer une invitation de groupe pour mettre en commun vos quêtes. Apparemment, et ça je n'en ai pas vu de mon côté pour l'instant, mais il y aura aussi certaines phases dans lesquelles on peut PVP, donc mettre des dégâts au bateau des autres joueurs et engager les combats contre eux. Je n'ai pas vu ces phases de mes propres yeux, je n'ai pas pu les tester, donc je ne vais pas les juger, mais je suppose qu'on retrouve en combat PVP les mêmes avantages et inconvénients que ceux qu'on retrouve contre des IA. Côté histoire sur le jeu, alors je ne vais pas vous spoiler évidemment, mais j'ai trouvé selon les quêtes que les personnages étaient plus ou moins intéressants et que les quêtes étaient globalement assez répétitives, mais que au fur et à mesure du jeu, ça se développe un petit peu quand même. C'est vrai que les premières quêtes du jeu, lorsqu'on arrive et les premiers personnages, les premières missions rencontrées, on est vraiment en mode putain si c'est ça pendant 20 heures, je vais vraiment me faire chier. Sauf que au bout de 2-3 heures de jeu, ça change quand même pas mal, on commence à avoir plus d'intérêt pour l'histoire, pour les personnages, il y a quelques petits rebondissements, il y a un petit peu de choix de dialogue et les objectifs commencent un petit peu à se varier, tout en ayant aussi la possibilité de rencontrer de plus en plus de gens et de prendre part à de plus en plus de quêtes principales ou secondaires. Évidemment, chaque quête complétée vous donnera une certaine quantité d'expérience et une certaine quantité argent et expérience qui vous serviront à acheter et débloquer des nouveaux plans pour améliorer votre bateau, mais aussi à l'entretenir, à le réparer, à l'équiper de nouvelles munitions et qui vous servira aussi à améliorer et personnaliser votre personnage. Autre chose que je voulais quand même rajouter à propos de ce jeu, on va dire c'est un petit peu hors catégorie comme information et comme avis, c'est plus du domaine du ressenti personnel, c'est que quand j'ai commencé ce jeu, que ce soit en live ou hors live, pendant les 2 premières heures, je suis passé par pas mal de phases d'ennui, pour plusieurs raisons, mais je pense que c'est parce que la phase de découverte du jeu est assez longue, hein. On vous présente un peu tout ce que vous pouvez y faire, les premières quêtes, les premiers systèmes de personnalisation, vous n'êtes pas vraiment libre, et surtout, on vous oblige, entre guillemets, à compléter des quêtes qui sont assez répétitives et à parler des PNJ un petit peu sans saveur. Mais une fois le cap des 2 premières heures de jeu passé, de mon côté, j'ai commencé à vraiment kiffer le jeu. Je ne sais pas trop pour quelle raison ça a changé, mais je lui ai trouvé tout à coup un côté assez addictif. C'est peut-être probablement parce qu'au bout de 2 heures, justement, les quêtes changent un peu, on est plus libre d'aller explorer un petit peu ce que l'on veut, on a vu les différents commerces, on a rencontré plus de PNJ un peu plus intéressants, on a commencé un peu les premiers combats un peu plus vénères, les premières phases de coop avec des joueurs amis ou inconnus, et surtout il y a un petit côté assez satisfaisant et addictif quand même sur ce jeu, lié à la personnalisation et aux constructions de bateaux, puisque vous avez, en tout cas moi ça m'a fait ça, vraiment envie de continuer le jeu pour continuer à améliorer le bateau et voir un petit peu ce que nous réservent les bateaux endgame, les plus gros bateaux, les plus performants, les plus destructeurs. Et pour ces raisons-là, effectivement, à partir de la 2e heure de jeu, j'ai vraiment commencé à kiffer le jeu de fou et j'ai eu vraiment du mal à m'arrêter d'y jouer, que ce soit en live ou hors live, sur lequel j'ai vraiment passé un bon moment. Et je suspecte quand même pas mal de gens sur les réseaux sociaux et sur certaines plateformes soi-disant spécialisées dans le test de jeu, de donner leurs avis sur Skull and Bones sans avoir passé justement ce fameux cap des 2 ou 3 premières heures. Alors je suis pas du tout en train de dire que passé 2 heures de jeu, le jeu n'a plus aucun défaut. Clairement, le pillage, les abordages en bateau via des cinématiques plutôt qu'à pied et le manque de choses à faire à pied, c'est vraiment un vrai problème sur Skull and Bones. Mais justement, passé ces 2-3 premières heures de jeu, je trouve qu'on commence à avoir de choses suffisamment positives sur ce jeu pour équilibrer justement les gros défauts de Skull and Bones. Vous l'aurez compris, je pense, en écoutant cette vidéo, mais pour moi, Skull and Bones est un jeu assez correct. Oui, il y a pas mal de choses qui vont pas, mais oui aussi il y a pas mal de choses qui vont bien. Un des gros soucis de ce jeu aussi, quand même faut le dire, c'est que c'est vendu 80 balles et que Ubisoft considère ce jeu comme étant son premier quadruple A pour un petit peu justifier ce coût de 80 balles en édition normale. Je pense très clairement que si ce jeu avait été disponible à 49 € ou à 59 €, la plupart des critiques à propos de ce jeu s'envoleraient un petit peu par magie. Il y a aussi le fait que quelques années avant, Ubisoft a proposé Assassin's Creed Black Flag, lui aussi quand même beaucoup centré sur l'exploration en bateau et sur la piraterie, et que ce Assassin's Creed permettait sur certains points de faire mieux que Skull and Bones qui sort pourtant bien après. Et sur certains points, ce jeu fait aussi moins bien que Sea of Thieves qui lui aussi est sorti quand même depuis un bon petit moment, et qui est aussi, j'ai envie de dire, son concurrent direct. Mais d'un autre côté, quand on dit ça, faut aussi dire qu'il y a certaines choses qui sont mieux faites sur Skull and Bones que sur Sea of Thieves et sur Black Flag. Donc oui, pour conclure, on pouvait s'attendre à mieux pour un jeu 2024, il a un côté décevant et surtout pour 80 € ça fait chier, mais non, c'est pas aussi pire que ce que certains gens disent sur les réseaux
réseaux sociaux. Et globalement, je pense que c'est un jeu sur lequel, si on s'investit un petit peu et si on décide vraiment d'aller fouiller un petit peu dans tout ce qu'on peut faire, on y trouvera son compte et on s'amusera. De toute façon, le jeu parfait n'existe pas, ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres, mais je voulais essayer simplement de rétablir un petit peu l'équilibre autour de ce Skull and Bones, sur lequel je vois beaucoup de critiques depuis le début de la semaine, qui parfois me semblent un petit peu abusées et qui surtout parfois me semblent un petit peu liées simplement au fait que c'est Ubisoft qui dit le jeu. On sait que Ubisoft, maintenant, quand ils font des jeux, ils sont toujours attendus au tournant parce que, bah c'est clair, ils ont fait de la merde par le passé et pas spécialement sur Skull and Bones, et du coup les gens maintenant sont vraiment à la recherche du moindre petit élément pour incriminer le jeu. Et lorsqu'on sait que Skull and Bones a rencontré quand même pas mal de problèmes dans son développement, évidemment les gens sont à l'affût du moindre petit truc pour dire ah là regardez ce jeu il est pourri, alors que ce n'est absolument pas le cas. Quand je vois certaines personnes sur les réseaux sociaux qui se mettent à critiquer le jeu simplement parce que bah effectivement il y a des textures parfois qui sont pas très jolies, ou parce que parfois on a des petits bugs avec un personnage qui vole plutôt qu'être au sol, bah effectivement ça fait chier sur un jeu vendu 80 balles en 2024, mais on retrouve ces mêmes problèmes là sur d'autres jeux de grands éditeurs et bizarrement personne n'en parle. Donc un petit peu d'Ubisoft bashing sur les réseaux sociaux à propos de ce jeu, et franchement ça fait un peu chier quand même parce que le jeu propose quand même globalement quelque chose d'assez cool. Voilà, j'espère que cette vidéo et cet avis vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur Skull and Bones. Est-ce que ce que vous avez entendu sur le jeu était vrai ou pas? Évidemment, si vous aussi vous avez testé le jeu déjà via la bêta ouverte, la bêta fermée, ou si vous faites partie des gens qui ont eu les accès presse, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis sur le jeu via les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like pour le référencement de cette vidéo si vous lui donnez un petit coup de pouce dans l'algo. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour les prochaines vidéos, déjà parce que je vais probablement faire quelques petits guides sur Skull and Bones. C'est un jeu sur lequel il y a pas mal de choses je pense cachées, à explorer, à looter, qui sont très cool, à détailler en vidéo. Donc si ça vous intéresse, les petits guides, astuces ou autres de ce style, ou les actualités, pensez bien sûr à vous abonner. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.